Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, une nouvelle émission de Hommes en Lumière. Comme toujours, les interviews des hommes qui me touchent et que j'apprécie, que je sens. Et aujourd'hui, j'interviewe Dimitri Oulès. Bonjour Dimitri. Bonjour tout le monde. Alors Dimitri, est-ce que tu peux nous dire qui tu es pour les gens qui ne te connaissent pas encore? Oui, alors qui je suis? Très philosophique comme question. Donc, donc moi, c'est Dimitri Oulès. J'ai 31 ans, 32 là très prochainement. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je suis conseiller maquilleur chez Sephora. Voilà, ça fait plus de 10 ans que je travaille sur la beauté, et le bien-être extérieur des personnes. Et après, la beauté intérieure m'a toujours intéressée depuis tout petit, que ça soit au niveau énergétique, développement personnel, spiritualité. Et c'est vrai que je trouve que c'est pas mal d'avoir ce côté un peu holistique, de pouvoir associer la beauté extérieure et la beauté intérieure, de pouvoir les unifier comme ça. Donc c'est vrai que depuis 2019, j'ai créé ma chaîne YouTube, mon compte Instagram, tout autour de la spiritualité, du bien-être, du développement personnel, où je partage voilà, mes réflexions, mes poésies spirituelles, mes guidances, voilà, puisque je tire aussi les cartes sur Don Libre, et mes écrits surtout, qui vont être partagés très prochainement, normalement, si tout va bien, euh, au niveau éditorial, puisque je crée des oracles et des livres de développement personnel qui devraient très prochainement être édités. Hmm. Voilà, et je suis en train de me former pour devenir aussi coach de vie et je vais bientôt passer mon niveau 3 aussi pour devenir conseiller en fleurs de bac. Oh, waouh, ça fait... Voilà. t'as Un peu un monsieur touche à tout, Ouais, ouais, c'est euh, chouette. qui, qui touche un peu à tout et qui a besoin, voilà, j'ai cette tendance à toujours besoin de créer et d'apprendre toujours, Hmm. encore et toujours, quoi. Voilà, Et plus on accompagne et plus on a besoin, nous, d'avoir des outils et de la matière, de toute façon, hein. c'est ça. Mais voilà, ce qui m'anime, c'est vrai que je suis quelqu'un de très passionné et c'est vrai que ce qui m'anime, c'est la beauté dans tout et pour tout. Donc c'est vrai que je touche un peu à tout comme ça, mais pour déceler, pour sublimer et mettre en avant la beauté du monde et des gens. Voilà. Waouh. C'est super. Alors Dimitri, donc on est dans Homme en Lumière, donc on va parler un peu de notre chemin de vie, notre expérience. Moi, j'aimerais bien savoir quel père tu as eu et quelle était ta relation avec lui, donc quand tu étais petit, et peut-être maintenant quelle est ta relation avec lui aujourd'hui. Alors, ma relation au père est très particulière puisque, pendant très longtemps, j'ai dit que je n'avais pas de père, alors que cette phrase est fausse puisque nous avons tous un père. Mais je disais que je n'avais pas de père parce que je n'ai pas, mon père ne m'a pas reconnue, ne m'a pas éduquée, n'a pas fait partie de ma vie. Il est sorti de ma vie à partir environ, à partir de mes 2 ans. Donc j'étais très jeune, donc j'ai très peu de souvenirs de lui. Hem, il a eu des contacts avec moi jusqu'à mes 5 ans, mais à partir de mes 5 ans, il y a eu vraiment un épisode qui m'a marqué avec lui, c'est que, c'est le jour de la fête des pères où j'ai voulu lui donner le cadeau de la fête des pères et qu'il l'a refusé. Et donc là, eh beh, je me souviens que malgré le fait que j'ai 5 ans, je l'ai traité de connard et je suis partie dans ma chambre. Et depuis ce jour-là, je n'ai jamais plus de contact avec mon père, sauf quelques épisodes, puisque par rapport à cet homme-là, j'ai deux demi-frères et une demi-sœur. Voilà, avec qui je suis quand même proche. Voilà, je suis plus proche de ma demi-sœur que de mes deux demi-frères parce que eux, ils vivent à Narbonne, alors que ma demi-sœur vit avec moi à Toulouse. Et, en fait, il a fait un peu le même schéma avec eux. C'est-à-dire que cet homme-là, véritablement, n'est pas un père. Voilà, c'est un géniteur, Mm. mais ce n'est pas un père, c'est une personne qui a beaucoup de mal à transmettre l'amour, qui a beaucoup de mal à transmettre des émotions et qui a du mal à s'occuper des enfants
qui l'a fait naître, qui l'a fait venir au monde. Donc, après, je ne le connais pas assez pour dire si c'est dû à son enfance, si c'est dû à des blessures, si c'est dû à son caractère de base, à sa personnalité, à son expérience de vie, je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai que personnellement, moi, j'ai été éduquée que par ma maman et par mon groupe familial qui a été un clan de femmes très fortes et très indépendantes parce que c'est vrai que dans ma famille, il y a très peu d'hommes parce qu'il y a mon papy, mais mon papy, pareil, est un peu mis de côté et un peu exclu de la famille parce que ça a été aussi un homme, voilà, un peu violent, voire même presque à faire parfois un peu de magie noire. Voilà, il y a eu des trucs pas très cool. Et c'est vrai que je pense que dans ce clan de femmes très fortes et très indépendantes et très protectrices, on a cette image, et moi-même, hein, par transmission, je pense involontaire, il y a eu pendant très longtemps cette image que l'homme est violent, mauvais, agressif, destructeur. Vraiment l'image du mâle alpha, mais dans le mauvais terme, vraiment dans le côté patriarcal et mauvais en fait. Donc c'est vrai que pendant très longtemps, j'ai toujours recherché la présence féminine et le réconfort et l'amour féminin plutôt que de me faire des amis hommes ou d'être voilà, j'étais jamais très à l'aise en présence d'hommes. En plus de ça, c'est vrai que j'ai eu des beaux-pères par contre. J'ai eu un beau-père qui a été tyrannique avec moi, voilà, où ça a été des années qui m'ont fait beaucoup souffrir parce que c'était quelqu'un qui a été très violent avec moi, alors pas forcément physiquement, même il m'a foutu quelques baffes très régulièrement, mais après, il n'était pas violent à me frapper réellement, mais c'était plus violent dans les mots et dans le fait de me rabaisser, voilà, de tout le temps. Parce que je pense parce qu'il faut savoir aussi que je suis homosexuelle de base. Et je pense que lui, ce beau-père l'avait peut-être ressenti ou pressenti avant moi. Et ça, je pense que ce côté délicat, doux, tout ça qu'il y avait en moi, cette image de garçon qui ne collait pas peut-être à l'image qui se fait d'un garçon dans sa tête, eh bien, je pense que du coup, ça l'énervait, ça l'horripilait, peut-être qu'il avait une peur ou j'en sais rien. En tout cas, il avait cette violence envers moi dans les mots, à me rabaisser tout le temps et à me dénigrer beaucoup. Donc voilà. Donc l'image du père, je n'ai pas une image du père très positive Ouais. et très joyeuse et très lumineuse, loin de là. Même si après, quelques années après, j'ai eu un beau-père où là, ça a été le seul homme de ma vie où j'ai eu envie de l'appeler papa, parce que là, justement, c'était un homme doux, diplomate, compréhensif, à l'écoute, qui m'a considérée véritablement comme si j'étais son fils. Donc c'est le seul homme sur lequel je retiens une image positive comme ça. Mais c'est vrai que sinon, pendant très longtemps, j'ai dit que quand on me demandait et ton papa, je disais je n'ai pas de papa. Mais voilà, et c'est en travaillant sur moi et tout ça que j'ai reconsidéré la chose. Et en fait, non, les mots ont du pouvoir, les mots ont de l'importance. Et c'est vrai que si j'ai un papa, mais voilà, il ne fait pas partie de ma vie. Hmm. Et le dernier beau-père, tu disais enfin, tu as réconcilié un peu avec l'image du père. Tu avais quel âge à l'époque? Euh, je rentrais, c'était en sixième, cinquième. Donc, 11 ans, 11 ans, ouais, 12 ans à peu près. j'avais 12, 13 ans. Ok. Et cet homme-là, donc il est resté longtemps ou il est peut-être encore avec ta mère, je ne sais pas. Non, Cet ils sont plus ensemble et ils sont restés environ 7 ans ensemble. Ouais, donc à peu près de tes 10 ans à tes 18 ans, à peu près, il était là dans ta vie, on pourrait dire en gros. Ouais. Et cet homme-là, qu'est-ce que tu pourrais dire? Est-ce qu'il t'a transmis quelque chose finalement? Parce qu'il y a le père biologique, mais le père qui structure, c'est pas autrement son père biologique, c'est l'homme qui est présent dans la famille. Et finalement, qu'est-ce que tu en as retiré de la présence de ce beau-père bienveillant? Euh,
Qu'est-ce que j'en ai retiré? J'en ai retiré, beh, de la sécurité. Voilà, c'est-à-dire que c'est vrai qu'avec lui, je me sentais en sécurité, je me sentais, protégée et surtout, je me sentais, libre d'être qui j'étais. C'est surtout ça, c'est-à-dire que lui ne m'a jamais critiquée, ne m'a jamais jugée, voilà, parfois il a été autoritaire, mais c'était une bonne autorité. C'était pour, mon éducation, c'était pas pour, aller à l'encontre c'était pas un agacement de ce que je pouvais faire, de ce que je pouvais dire ou qui je pouvais être. Hmm. C'était plus vraiment pour, une éducation, pour, justement, apprendre une certaine politesse ou un certain respect. Donc c'est vrai que je dirais que grâce à lui, oui, j'ai- je dirais que l'homme, il m'a donné une image de l'homme qui pouvait être positive, c'est-à-dire dans le côté protecteur, sécurisant, respectueux et en fait aidant, c'est-à-dire un soutien en fait. Et, Voilà, parce que je l'ai vu aussi à travers ma maman, c'est-à-dire que, mon beau-père mon premier beau-père qui était très violent avec moi, était aussi très violent avec ma mère. hmm. Donc et ça a été, 2 miroirs différents, puisque lui était au contraire très très bienveillant envers ma maman, le 2e. Donc j'ai vu vraiment les deux faces. Et est-ce que tu penses que les deux, ils ont joué vraiment un rôle d'équilibre et que maintenant, tu aurais une vision équilibrée, justement, du masculin, enfin du père, du masculin? Est-ce que ta vision, maintenant, tu crois elle s'est vraiment équilibrée ou pas encore? Alors, je dirais que c'est en train de se faire, mais pas tout à fait encore. Je pense qu'il y a encore des croyances limitantes au fond de moi, hein, de toute façon, on n'arrêtera jamais de travailler sur soi, hein, voilà. Mais, heu, mais oui, il reste encore des résidus, il y a encore des choses parce que, voilà, faut savoir qu'en plus, moi, j'ai été malade il y a 2 ans, voilà, j'ai eu un cancer et c'est vrai que cette maladie, je pense, ça fait ressortir beaucoup, beaucoup de choses enfouies. Donc forcément, quand même si j'ai beaucoup travaillé sur moi, même, parce qu'il faut savoir, hein, même si on est dans le milieu spirituel, même si on est dans le développement personnel, qu'on veut devenir coach pour aider les autres, et cetera, souvent dites-vous que les psychologues, les coachs, les thérapeutes, et cetera, avant de vous aider, et c'est qu'ils avaient beaucoup de problèmes eux-mêmes, en fait, à la base. Donc, donc c'est vrai qu'il y a des choses encore à travailler. C'est vrai que je mentirais si je dirais que maintenant je suis équilibrée sur l'image de l'homme. Surtout que dans mes relations amoureuses à moi, c'est vrai que j'ai eu encore des ah, je trouve plus le terme, comment on dit, des affirmations, quoi, pas des affirmations, mais des pas Des, des preuves, mais des des éléments. expériences qui venaient confirmer un petit peu ça? Voilà, des Ouais. expériences qui pouvaient appuyer mes croyances limitantes. Puisque c'est vrai que moi, dans toutes mes relations amoureuses que j'ai eues, voilà, souvent, l'homme m'a quittée, m'a abandonnée, pour d'autres raisons. Donc je me suis toujours sentie, de toute façon, moi, j'ai clairement, par rapport à mon père d'origine et qui s'est traduit dans mes relations amoureuses, cette blessure d'abandon. Hmm. C'est-à-dire que je me suis toujours sentie abandonnée et jamais choisie. Alors sachez-le, il ne faut pas attendre d'être choisi, il faut se choisir soi-même, déjà. Mais j'ai mis du temps à le comprendre et c'est vrai que dans mes relations amoureuses, j'attendais d'être choisie, qu'on me choisisse moi, pour entre guillemets, essayer d'éradiquer cette blessure d'abandon. En fait, c'était la blessure d'abandon qui parlait quand je voulais être choisie. Choisis-moi, moi, à la place de ta carrière ou à la place de ta famille, ou moi, garde-moi. Et en fait, ça ne marche pas comme ça et ça n'a jamais fonctionné. Donc, on m'a toujours quittée, ce qui a encore plus appuyé sur cette blessure d'abandon et sur cette image de l'homme et du père fuyant et qui abandonne et qui n'assume pas et qui n'est pas responsable. Donc, C'est encore un travail, quoi. voilà, c'est un gros travail. Pas tout Gros, à gros fait guéri. travail. Dimitri, est-ce que tu pourrais me parler d'un ou deux événements qui t'ont construit en tant qu'homme?
qui m'ont construit en tant qu'homme, alors, sans hésiter, mon cancer. Ouais. On va être très honnête, mon cancer, a été, heu, a été la période de ma vie la plus difficile, la plus dure, avec la deuxième dont je parlerai tout à l'heure. Mais oui, avoir une maladie comme celle-ci, c'est vraiment un chemin initiatique. C'est vraiment partir à la découverte de soi, c'est vraiment découvrir ses propres limites. C'est, justement découvrir aussi des choses qu'on pensait avoir dépassées, et qui ressurgissent. C'est vraiment se retrouver à nu, se retrouver totalement vulnérable. Et c'est vrai que moi, il faut savoir que j'ai eu un cancer des testicules, donc en lien avec la masculinité forcément, puisque je sais que j'ai un travail dans mon incarnation ici à travailler sur ça, sur le masculin sacré, sur mon image de l'homme. Et c'est vrai que ce cancer m'a permis de découvrir que j'étais fort et d'arrêter de me penser faible comme je pouvais le penser, heu, comme les images des hommes que j'avais qui me le rappelaient en fait. Et hem et surtout comprendre que la force, ne vient pas, de schémas sociétaux, comme on veut nous imposer, comme par exemple, être musclé, avoir de la force, de l'endurance, être bodybuildé, être viril. C'est pas ça qui apporte de la force, et surtout on le voit dans une maladie comme celle-ci, où la force, elle vient vraiment de l'intérieur, elle vient vraiment du mental, de l'esprit, de l'amour surtout, de l'amour que l'on peut se porter, que l'on peut recevoir. C'est surtout ça qui est une grande force, pour se dépasser, voilà, et pour, dans mon cas, guérir. Voilà, puisque je tiens quand même à ne pas sortir les larmes et à ne pas faire Calimero, mais sachez que je suis guérie, je suis en rémission, hein, donc voilà. Et, Ouais. euh, Tu as pu et c'est dépasser vrai que cette initiation. voilà, Génial. et c'est vrai que cette maladie, ce cancer des testicules, m'a amené à me poser des questions sur ma masculinité et sur c'est quoi être un homme. Hem Et être un homme, voilà, c'est pas tout ce que j'ai énuméré, c'est vraiment en fait, s'assumer, heu, être responsable et savoir où on va. C'est-à-dire avancer, prendre son chemin et assumer. Voilà, c'est ça, pourquoi je pense que le schéma qu'on se fait d'un homme bodybuildé, musclé, viril, et cetera, c'est l'image que l'on veut avoir quand on veut avoir une contenance, quand on veut avoir de l'assurance et qu'on veut, être fier de soi. Et ça, en fait, ça ne passe pas par ce physique-là ou par cette attitude-là. Ça passe par le fait de s'assumer, de savoir qui l'on est et où on veut aller. C'est ça, être un homme. Comparé à une femme, où la femme, ça va être plutôt être dans son intériorité, être dans le repos, dans la douceur, dans l'émotionnel. L'homme, ça va être dans l'action, mais pas dans l'action de, comme je le disais, de détruire, de tout ça. C'est au contraire être dans l'action pour améliorer, pour changer, pour transformer, pour transmuter. C'est ça, en fait, être un homme pour moi. C'est vraiment aller au champ de bataille, mais pour améliorer et pas pour détruire au final. Ouais. Sauf, voilà. Donc Pour c'est vrai mettre que sa force au service, en fait. c'est Pas ça. pour mettre sa force en avant, mais pour mettre sa force au service peut-être d'une vision, d'un féminin, de quelque chose de plus sublimé, quoi. Voilà, c'est ça. Et surtout, j'ai compris aussi qu'il fallait pas avoir peur de cette puissance. Parce que le masculin, c'est ça, c'est de la puissance. C'est de la force à l'état brut aussi. Et en fait, comme pour tout, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut en avoir peur. Et c'est vrai que pendant très longtemps, j'en ai eu peur. Et j'en ai encore peur un peu aujourd'hui, hein, de l'exercer, ce pouvoir et cette puissance. Euh, non pas que les femmes n'ont pas de pouvoir et n'ont pas de puissance, mais c'est une autre forme, ça en est une autre forme. Et c'est vrai que, prendre un exemple, mais c'est comme pour tout, on met un couteau dans la main de quelqu'un, ça peut devenir une arme comme ça peut devenir un outil. Et bien pour le masculin, c'est la même chose, cette puissance, cette force.
eh bien, ça dépend comment on l'exprime et comment on l'utilise. Et c'est ça là où les croyances limitantes, il faut les détricoter. C'est que oui, il y a beaucoup d'hommes qui ont été élevés dans ce système patriarcal et dans un système un peu faussé et dans une image un peu biaisée de la masculinité, mais ça ne veut pas dire que tous sont comme ça. Et surtout, c'est qu'il ne faut pas croire que c'est la réalité du masculin. Voilà, parce que eux-mêmes, en fait, n'en sont pas conscients. Et il ne faut pas leur en vouloir à eux, en fait. Donc, il y a toute cette réflexion-là qui en est sortie de ma maladie. Ouais. Voilà. Et puis en plus, ce côté, comme tu disais, fort, musclé et tout, c'est quand même une partie du masculin. Elle a été mal utilisée, mais c'est pas une partie à rejeter parce que le but, c'est d'être équilibré dans les deux parties, d'être un masculin qui peut être fort et puissant et présent et qui peut être sensible et qui sait mettre sa puissance au service de quelque chose de plus impalpable en fait. Voilà, c'est ça. Mais après, voilà, c'est plus, comme je disais, c'est que surtout, parce qu'il y a des hommes qui ne sont pas musclés, qui ne sont pas bodybuildés, qui ne sont pas dits virils, mais ce sont des hommes parce que, comme je le disais, cette puissance et cette force, elle vient de la décision, elle vient de savoir faire des choix et de savoir assumer ses choix, de prendre sa responsabilité et d'avancer, de mettre un pas l'un après l'autre, d'avancer, d'aller de l'avant, d'être ce cavalier et de se lancer dans la bataille, dans la vie, en fait. C'est ça, véritablement, cette essence masculine. Et donc vraiment, premier événement qui m'a vraiment fait toute cette réflexion sur le masculin, etc., ça, c'est ma maladie. La deuxième, c'est, je dirais, mon premier amour. Mon premier amour où cette rupture m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Et pendant 2-3 ans, j'ai été très, très mal. J'ai été au plus bas de moi-même, à quasiment vouloir me détruire, vraiment. Où vraiment, j'ai fait des expériences pas cool, où je suis vraiment sortie du chemin de mon chemin et de qui j'étais réellement, voilà, puisque je voulais détruire un peu cette image que j'avais de moi. Voilà, puisque je me trouvais trop romantique, trop cucul à pralinette, trop Disney, voilà. Mais je pense aussi que c'était le côté un peu trop naïf et un peu jeune aussi. Et Idéaliste. oui, très idéaliste et très utopiste. Voilà, de toute façon, vous l'aurez compris, âme d'artiste. Donc voilà. Et c'est vrai que cette relation amoureuse, c'était plus de la dépendance affective, c'est-à-dire qu'encore en lien avec la blessure d'abandon. Voilà, donc c'était plus de la dépendance affective et ça m'a permis de mieux comprendre ce qu'était l'amour, le véritable amour en tout cas, et surtout de me rendre compte que je n'avais pas besoin de rentrer dans les clichés ou dans les formatages de cette société justement patriarcale, il me faut un homme, une maison, un chien et un bon boulot pour être heureux. C'est-à-dire que c'est vrai que quand j'étais jeune, je disais que je ne serais heureux que si je trouvais l'homme de ma vie et qu'on se mariait, et, qu'on avait des enfants, etc. À l'heure d'aujourd'hui, plus du tout. Voilà, même si c'est quand même, ça reste quelque chose qui me tient énormément à cœur de trouver quelqu'un, mais c'est plus pour trouver quelqu'un pour construire quelque chose ensemble à deux. Voilà, c'est pas pour satisfaire un manque, c'est vraiment pour construire à deux, pour être à deux, pour avancer à deux, voilà, et non pas pour qu'ils viennent combler un manque ou pour me soutenir, mais pas pour, comment dire, pas pour être un bonbon qui soulage les blessures intérieures. Voilà. Hein, vous savez, le sucre, le pot de Nutella, souvent. Les films d'amour romantiques avec le pot de Nutella sur le côté. Voilà. On va être honnête, souvent, nos relations amoureuses, c'est un peu notre pot de Nutella. C'est-à-dire que notre relation amoureuse, elle nous fait du bien
mais en fait, au fond, elle nous fait du mal parce que ce n'est pas de véritables relations amoureuses. Ce sont des dépendances, ce sont des illusions qui nous permettent de nous sentir en apparence et en surface bien, de se dire je suis amoureux et la vie est belle et merveilleuse, mais réellement, au fond, on a toujours ce manque, ce vide Mm. qui creuse et qui creuse. Et en fait, voilà, c'est pour ça que je dis que ce deuxième événement a été en lien avec le masculin parce que vu que moi c'est par rapport à un homme, m'a permis de réfléchir sur l'amour et du coup sur la place de l'homme dans un couple. Mm. C'est-à-dire que l'homme dans un couple, oui, effectivement, à la base, il n'est pas fait pour être macho, il n'est pas fait pour être dominateur, etc. Non, au contraire, il doit se servir justement de cette puissance et de cette force dont on a parlé tout à l'heure pour soutenir le couple, pour le renforcer, pour le consolider, pour le sécuriser, pour le faire avancer, pour l'aider à le faire avancer. Mm. En fait, l'homme dans un couple va permettre d'apporter du concret, va permettre d'apporter de l'ancrage, va permettre en fait de donner je dirais, une texture au couple, alors que la femme, elle, va permettre de donner de la profondeur. Mm. Il y a vraiment ce côté-là. L'homme va créer, va permettre de donner cette consolidation, cette matière, voilà, va donner à la relation la matière et la femme va apporter cette profondeur, va apporter cette énergie. C'est un peu comme l'homme va être le noyau de l'atome et la femme va être les électrodes, Mm. les électrons. Il y a Oui. vraiment ce côté-là. Ça va être une fusion. C'est Ouais. vraiment ça. C'est une fusion comme ça. Comme si le masculin devait être le pilier sur lequel on s'appuie, enfin la structure, et après c'est le féminin, c'est ce qui va se L'énergie, développer au milieu de cette structure, le parfum que ça va prendre, mais il faut ça. que la structure soit là pour dire, OK, tu peux te sentir en sécurité, maintenant déploie ton parfum, quoi. Et moi je suis là, t'inquiète, ça fait ça, quoi. C'est ça. Mm. Et je rebondis sur un truc que tu as dit tout à l'heure par rapport au, ne pas voir le couple comme un pansement parce que bon, moi j'ai un parcours de vie particulier, j'ai été marié 12 ans, là je suis remarié depuis quelques années et la demande que j'avais faite à la vie, c'était de rencontrer une personne qui n'a pas besoin de moi. Et c'est génial parce que ma femme actuelle, elle avait fait la même demande, quoi, de se dire, moi, je veux bien rencontrer quelqu'un, pas parce que j'ai besoin de quelqu'un, mais parce que, en fait, mon bonheur, j'ai envie de le partager avec quelqu'un. Parce que même si je suis heureux et que je suis tout seul, c'est chiant au bout d'un moment. Et que simplement, oui, en fait, on s'est rencontrés pour construire et partager du bonheur ensemble, mais profondément, l'un comme l'autre, on n'a pas besoin de la personne qui nous accompagne. Oui. Et c'est pour ça finalement, qu'on s'est choisi et qu'on s'accompagne, parce que on peut s'appuyer l'un sur l'autre, mais si moi je suis pas là ou elle est pas là, elle fait sa vie et tout va bien, quoi. Mais oui, il y a Ça, pas de c'est chouette. dépendance. C'est Mm. parce que en fait, c'est vrai que ce qui est très intéressant, c'est que quand on tombe amoureux, quand on a ce fameux coup de cœur, coup de foudre que tout le monde recherche et qui en plus, heu, on s'y oblige presque parce qu'il y a tous ces films, tous ces livres, toutes ces séries télé, toutes ces affiches, toutes ces publicités qui nous disent: «Ah l'amour c'est ça, c'est le coup de foudre, c'est le coup de cœur, c'est le côté passionnel qui est très intense» et cetera. Mais en fait ça, ce n'est que de la chimie, ce n'est que des hormones, ce ne sont que des courants électriques dans votre cerveau, ce ne sont que des compatibilités hormonales qui font que ça dure, comme on le dit, entre 2 et 3 ans. Hein. L'amour dure 3 ans, voilà d'où ça vient. Ce n'est pas par rapport à un film comme ça, c'est que réellement, hormonalement et chimiquement, quand vous matchez, entre guillemets, avec quelqu'un, eh bien, vous perdez un peu qui vous êtes. Parce qu'en fait, à ce moment-là, vous n'avez pas fait le choix de tomber amoureux ou de ressentir ça pour cette personne. Et vous idéalisez cette personne, vous la mettez sur un piédestal et vous êtes complètement aveuglé. Vous avez des œillères. Et on pourra vous dire, mais non, elle est nulle, c'est pas la bonne. Non, mais tu vois comment. Vous, vous direz, ah non, mais n'importe quoi. Non, moi, je reste. Les petites fleurs dans les yeux qui pétillent comme ça, tu vois plus le C'est ça. monde. Et en fait, le véritable amour, c'est au bout de ces 2 ou 3 ans, quand la chimie s'en va, et que malgré tous les défauts et malgré de voir cette personne telle qu'elle est réellement et de la voir sous sa vraie lumière,
eh bien, si vous faites le choix de vouloir continuer avec cette personne et de faire des efforts de compréhension, de compassion, eh bien, là, vous pouvez appeler ça le véritable amour. Parce que le véritable amour est un choix. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas, c'est que vous attendez le côté magique, cette rencontre qui, comme dans les films, oh, au premier regard, je l'aime, ça sera l'homme de ma vie. Non, le véritable amour est un choix, parce que le véritable amour, ça demande des efforts. Ça demande des efforts, comme je le dis, de compréhension, de relation, de discussion, de communication. C'est de l'effort, l'amour. Et puis j'allais dire, ça se construit. Ça se Oui. construit. Et puis c'est que surtout, ça se construit parce que oui, au début, il y a les paillettes, tout le monde est love et tout. Mais c'est quand il y a les deux mondes qui se confrontent et les premiers, pas désagréments, mais c'est quand les univers, ils sont au travail, que là, on voit ce qu'on traverse, quoi. Moi, je sais qu'avec ma compagne actuelle, on a commencé par les premières années les pires de notre relation parce qu'on s'est dit que de toute façon, ben, vu qu'on a vécu le pire, on peut venir vivre que le meilleur maintenant. Et on s'est marié alors que c'était le pire, en se disant, bon, bah maintenant qu'on a vécu le pire, tout va bien. Et en fait, ça a vraiment construit quelque chose qui a été hyper difficile parce qu'on avait tous les deux 40 ans passés, une histoire avec des blessures, des enfants, et de reconstruire cet univers-là voilà, à 40, 42, 43, 44 ans passés, tu vois, c'était compliqué, mais ouais, l'amour fait qu'on a traversé et que ça s'est hyper bien construit et que c'est génial, quoi. Donc, croyez-y, plongez dans l'expérience. Hmm. Et Dimitri, dis-moi, c'est quand la dernière fois que tu as pleuré? Est-ce que tu peux nous parler du contexte, de qu'est-ce qui s'est passé? Alors, la C'est dernière fois pas que trop intime, hein, il n'y a pas de, il y a pas oui, d'obligation. oui, non, mais bah, la dernière fois que j'ai pleuré, hier soir. Voilà. Et Euh, c'était quoi? Hier soir, c'est parce que bon, voilà, j'ai appris. Donc, comme je vous en parlais au début, j'ai eu la chance de signer dans une maison d'édition pour mes futurs projets, voilà, qui vont être édités. Et voilà, ça fait plusieurs fois que mon projet a été reporté à cause de tout ce qui se passe entre le Covid, la guerre, la pénurie de papier, les transports, l'essence qui augmente, etc. Donc, beaucoup de choses, voilà, on va se le dire, qui font chier. Et, euh, et malheureusement, hier soir, j'ai eu la mauvaise nouvelle d'apprendre que ma maison d'édition est en crise, qu'elle risque peut-être de disparaître et que mon oracle, qui devait sortir là cet été, va être à nouveau reporté, voilà, à cause de tout ça. Et il faut savoir que me faire publier et être édité est mon plus grand rêve et que j'étais fière d'avoir réussi ça. Ça me permettait. Ah, tu m'as Ah, perdu? Attends. C'est... Ah, attends, oui, c'est bon. Je dois revenir normalement. oui, Ça y est. ça y est, ça Ça y revient. est, ça y est. Non, tu me vois pas. Alors attends. Non, je Non, pense pour que le moment, c'est flou. c'est Ah, mon. là, Voilà. c'est bon. C'est pas super bien, mais c'est une autre caméra parce que je sais pas, la première, elle a bugué. Bon, Voilà, c'est les aléas du direct. Attends, voilà. un peu. Mais tout va bien. On continue. Donc, ce que je disais, oui, c'est que voilà, donc j'ai très fière d'avoir réalisé mon rêve, sauf que c'est vrai que, ben, dû à cette annonce de retard à nouveau et de peut-être qu'en plus ça pourrait empirer, et ben, c'est vrai que ça m'a angoissée, que ça m'a fait peur et que j'ai cette peur de perdre un peu mon rêve, voilà, que mon rêve parte en fumée. Et il faut savoir que par rapport à cette blessure d'abandon et par rapport à tout ce que je vous ai dévoilé sur mon enfance, eh bien, vous comprenez que j'ai aussi un grand besoin de reconnaissance. Et ce besoin de reconnaissance, du coup, il passait énormément par ce que je pouvais transmettre et donner comme ça aux personnes. D'ailleurs, hein, c'est pas pour rien qu'on est sur les réseaux sociaux. Sachez-le, hein, les micro-influenceurs comme moi ou les influenceurs ou ceux qui sont beaucoup sur les réseaux, sachez qu'on a un gros problème de reconnaissance. Voilà. Donc, à se poser des questions. Si vous êtes à fond sur les réseaux et que vous avez envie d'être aimé,
posez-vous la question, quelle est la blessure? Qu'est-ce que j'ai vécu dans mon enfance pour avoir ce besoin de reconnaissance à tout prix? Voilà, bon bref. Donc vous comprenez que entre ma fierté, mon ego et mon besoin de reconnaissance, ça a heurté un peu tout ça hier soir et ça a un peu tout remis en question et donc voilà, donc j'ai pleuré. Voilà, comme un bébé, les grosses larmes, voilà. Ouais, un petit down, quoi. Voilà, tout à fait. Ok. Moi, j'ai une autre question qui est récurrente, mais qui va pas te mettre en déséquilibre. Comment tu vis le féminin en toi? Et qu'est-ce que ça représente dans ton quotidien? Ah, alors le féminin, moi, j'en ai beaucoup, hein, voilà. Du moins, je pense que effectivement, j'ai plus de féminin que de masculin, donc c'est pour ça que je disais en tout début que c'est pas encore tout à fait équilibré, voilà. Mais le féminin en moi, comment il se traduit? Mais déjà, il se traduit tout simplement. euh, Après, je sais même pas si ça serait féminin, mais euh, le fait de prendre soin de moi. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a ce côté, comme je vous ai dit, alors là, je vais essayer de partir dans un truc. À la base, Vas-y. comme je vous ai dit, je suis homosexuelle. Euh, je pense que ça ne choquera personne si je vous dis que les homosexuels, en règle générale, c'est pas une je veux pas faire une généralité, mais quand même, pour beaucoup, on prend très soin de soi. On fait beaucoup de soins, coiffeur, massage, sport. Voilà, la communauté voilà, gay est assez à faire attention à son physique, à prendre soin de son corps et de sa santé. Et moi, c'est pareil, puisque je suis conseiller maquilleur chez Sephora, donc je suis accro à tout ce qui est skincare, etc. Et je dirais que tout ça, c'est un peu une énergie féminine parce que pour moi, l'énergie féminine, je ne veux pas caricaturer le fait de ah, tu te maquilles, tu fais des soins, tu es féminin. C'est le fait, en fait, que de faire ça, derrière, il y a l'énergie d'être maternelle. D'être maternelle envers soi-même et envers les autres, parce que j'aime prendre soin des autres. Pourquoi je fais un métier de maquilleur ou pourquoi je veux devenir coach de vie? C'est pour prendre soin des autres, c'est pour aider les autres. Et derrière ça, pour moi, il y a l'énergie féminine, parce que l'énergie féminine, c'est la maternité, c'est être maternelle, c'est avoir ce côté de coucouner, de choyer, voilà, d'entourer. C'est une sécurité, mais autre que le masculin. C'est une sécurité plus d'enveloppement, de réconfort, voilà, de consoler, voilà, de bien-être, tout simplement. Donc, c'est en ça que je dirais que mon féminin s'exprime. Ensuite, mon féminin s'exprime aussi pour moi dans la créativité, parce que la créativité est forcément liée aux émotions. Et pour moi, le féminin, c'est les émotions, parce que la femme est un peu plus à l'écoute de son corps, de ses émotions, de ce qu'elle ressent, ou du moins, je dirais pas ça. L'homme est aussi à l'écoute de ses émotions, sauf que l'homme va avoir tendance à ne pas en parler. L'homme a tendance à garder pour lui, alors que la femme, elle, ça ne la dérange pas d'en parler, et c'est pour ça que d'ailleurs on a ce cliché de dire que la femme est bavarde, et qu'elle piaille, et qu'elle parle, etc. Mais c'est parce que la femme ne se met pas de filtre. Elle ose parler de tout ce qu'elle ressent ou de tout ce qu'elle peut voir. Voilà. Alors que l'homme a cette peut-être pudeur. Voilà. Il faut pas dire non, les hommes, c'est des cons, ils savent pas écouter leurs émotions. Non, je pense que chez les hommes, il y a surtout une pudeur et ils sont assez vulnérables. Les hommes ont cette force, cette puissance que je disais. Certains en abusent, mais certains, comme moi, en ont peur de cette force et de cette puissance. Et du coup, ils se sentent vulnérables parce qu'ils ne savent pas comment l'utiliser, comment la contrôler. Et du coup, ils ont beaucoup de pudeur envers leurs émotions parce qu'ils ont peut-être peur qu'en exprimant trop leurs émotions, cette puissance et cette force ressortent et qu'ils ne puissent pas la contrôler et qu'à travers ce manque de contrôle, ils puissent faire du mal. Ouais. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens et que je le vis. Mais en tout cas, oui, mon féminin s'exprime par le fait que je suis très créatif, que j'ai besoin d'écrire. Comme je vous le disais, j'ai des projets d'édition qui vont sortir parce que voilà, c'est
la femme, c'est ça, c'est transmettre les émotions, transmettre ses sentiments, transmettre ce que l'on pense, ce que l'on ressent, sans filtre. Voilà, à être authentique dans ses émotions. Donc, dans ces deux choses-là, je dirais que c'est là où s'exprime mon féminin. Hmm. Et puis dans ma douceur et dans ma bienveillance, quoi, ce côté, oui, ce côté en fait très maternel. Je reviens sur un truc que tu as dit. Tu disais que les hommes, ils ont beaucoup de pudeur, mais je pense que c'est pas de la pudeur, c'est qu'ils ne savent pas faire, en fait. Par rapport au monde émotionnel, oui, enfin, on est tous touchés émotionnellement. Simplement, j'ai l'impression que, vu que c'est pas un monde qu'ils connaissent beaucoup, enfin, s'ils n'ont pas été, ils n'ont pas cheminé ou ils n'ont pas été éduqués comme ça, c'est quelque chose. Moi, j'ai déjà vu des hommes qui ne savaient pas nommer leurs émotions, qui étaient même incapables de se dire s'ils étaient en joie, en colère, en tristesse. Et que je pense que c'est une sorte de finesse ou de connaissance qu'ils n'ont pas. Et donc, je dirais que c'est pas de la pudeur, souvent, c'est de la méconnaissance. Enfin, ils ne connaissent pas leur monde intérieur, ils ne savent pas l'exprimer, ils n'ont pas eu l'habitude. Et j'ai l'impression aussi derrière qu'il y a... euh, comment dire ça? Ah zut, je l'ai perdu. J'avais un fil là. Oui, il y avait la méconnaissance, mais, voilà, un trou. Non, c'était. Putain, je retrouve plus. C'est pas grave. Il y a une méconnaissance et il y avait autre chose. Il y avait un deuxième truc dans ce que j'ai capté et je l'ai plus. Si ça La revient, je reviens. oui, il y a forcément aussi la culpabilité, Ça y est. de pas être, de pas suivre les codes et les formes, du groupe. Ça, c'est sûr. Ça y est, j'ai retrouvé. Parce que ça rebondit. Donc, il y a la méconnaissance de leur monde intérieur, mais il y a aussi, tu l'as nommé, la peur de. Parce que vu qu'ils méconnaissent leur féminin à l'intérieur, leur profondeur, moi, je vois souvent des hommes en stage, quand ils se connectent à ça, ils ont peur de disparaître. Parce que le féminin, c'est quelque chose qui peut se dilater, qui n'a pas de fin, en fait, qui est connecté à tout. Mais Et c'est je ce vois que je souvent disais, des hommes. la profondeur. Ouais, la profondeur. Et en La fait, il y a des hommes, vu qu'ils ne connaissent pas leur profondeur, ils ont peur de se perdre et de se noyer dedans. Donc, des fois, ils verrouillent cet accès parce qu'ils ont peur de tellement se dilater dedans, ils ont peur de disparaître. C'est ça, voilà, mon deuxième aspect. Et ça, c'est des choses que je peux remarquer moi aussi en C'est un accompagnement. peu, oui, c'est un peu, de toute façon, c'est un peu l'image de l'océan, hein. Oui. C'est très pratique et c'est très facile de barboter les pieds au bord de l'eau sur la plage, mais d'aller nager en plein milieu de l'océan, ça nous fait un peu plus peur et surtout si on commence à plonger, là, on s'inquiète un peu plus. Et puis on se rend compte qu'on n'est pas tout seul après. Oui, ah, Dans nos profondeurs, il y a du monde. Ah, mais t'étais là, toi, je t'avais pas vu. ouais, voilà, Hmm, ok. c'est ça. Et bon, j'allais te demander comment tu te laisses traverser par ton monde émotionnel, comment tu le vis au quotidien. Alors, ça, c'est justement, je dois aller consulter, oui, oui. Sachez qu'avant de devenir coach, on consulte nous-mêmes, hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'on le devient, parce qu'on a beaucoup bossé sur nous avant. Voilà, donc là, je dois aller consulter parce que c'est vrai que on me l'a souvent dit depuis tout petit, mais je ne l'avais jamais réellement pris en compte parce que je ne voyais pas le côté négatif de la chose jusqu'à maintenant où là, j'ai beaucoup de mal à gérer ceci, mais par rapport au test que j'ai fait, je suis ce qu'on appelle un hypersensible. Donc, les hypersensibles, c'est 20% de la population, c'est une personne sur 5, et il y en aura de plus en plus à l'avenir, il faut le savoir. Et ce sont des personnes voilà, qui ont une façon de ressentir et de penser différente par rapport aux neurones miroirs qui ne fonctionnent pas de la même manière et les hormones qui ne sont pas aussi tout à fait équilibrées de la même façon par rapport à la sérotonine, tout ça. Et donc, c'est vrai que l'on ressent les choses parfois fois 1000 et donc, dans ma vie quotidienne, j'ai des ascenseurs émotionnels très vifs et très intenses. Donc, je peux être tout en haut comme très en bas. Voilà, véritablement arme d'artiste. Voilà. De toute façon, vous savez, les artistes, pour créer, ils ont besoin de sentir des choses extraordinaires et de sentir
de la merde, mais vraiment de la merde, vraiment la bonne grosse souffrance. Voilà. Donc voilà, de toute façon, on crée, pour créer, c'est soit vous ressentez le top du top, soit vous êtes au plus bas du bas. Et bien, un On pourrait trouver un hypersensible, équilibre quand même, hein. Non? ouais, mais quoi, oui, On pourrait mais être aussi inspiré quand on est vraiment heureux sans être euphorique. On pourrait, enfin, je sais pas, moi ça mais m'arrive, hein. en tout cas, c'est ce que j'aimerais vivre parce que moi, ça me fatigue beaucoup. Donc, c'est pour ça que je dois aller consulter parce que c'est vrai que depuis mon cancer, mon hypersensibilité s'est un peu accrue et c'est un peu peut-être accéléré. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile à gérer parce que c'est vrai qu'au quotidien, voilà, c'est vraiment des montagnes russes. Ce sont des choses qui sont très, comme je disais, très vives, très immédiates. Euh, donc, voilà, c'est particulier. Et puis, c'est vrai que les hypersensibles, on a cette hypersthésie aussi, c'est-à-dire qu'on a les 5 sens qui sont plus ouverts, entre guillemets, donc on peut fatiguer plus vite, etc. Donc, c'est vrai que mon côté émotionnel passe beaucoup par mon hypersensibilité et du coup par la créativité et surtout par l'écriture. C'est vrai que voilà, je me décharge beaucoup dans l'écriture, euh, comme je peux, comme je l'ai dit plus en avant. Hmm. Voilà. Ah, j'ai une question que je pose pas d'habitude, mais parce que là, elle est exprès pour toi. Euh, parce que tu disais, tu as beaucoup nommé dans l'interview que il y avait un côté masculin, patriarcal qui, pendant longtemps, t'a un peu, pas fait peur, mais quelque chose où tu adhérais pas vraiment. Et est-ce que tu vois comment, toi, tu pourrais aller l'équilibrer, cette part, pour retrouver pleinement, tout à fait, ta puissance masculine, qu'elle puisse s'exprimer pleinement, que tu puisses, toi, admettre que tu as cette puissance et bienveillante? Parce que enfin, j'entends dans les mots que tu es en chemin, mais que c'est pas encore tout à fait là. Oui, mais c'est tout simplement d'arriver en fait à faire des choix et à m'assumer, à prendre mes responsabilités sans douter, sans être dans ce côté sans être dans la peur en fait continuelle. C'est d'arriver oui, à aller de l'avant. J'ai tendance, bon, après ça, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses à travailler, mais c'est aussi en lien avec l'hypersensibilité. Mais c'est vrai que moi, je n'aime pas beaucoup le changement. Voilà, le changement me perturbe beaucoup. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à prendre des décisions, que je suis toujours un peu indécis. Voilà. Et c'est vrai que pour équilibrer mon masculin, il faut que j'apprenne à savoir prendre des décisions et à dire, eh bien, je choisis ça et c'est comme ça et j'avance. Ça, Hmm. voilà, c'est être masculin. C'est avoir cette force de dire, j'avance, j'ai fait mon choix et j'assume et je vais jusqu'au bout. Au lieu d'être entre deux trucs et oh, je sais pas, j'hésite, je reste là, je tourne en rond, je stagne. Voilà, là on perd l'essence même de masculinité. Hmm. Ouais, ça serait être capable de trancher avec ancrage, mais sans faillir, et de garder ton cap quoi qu'il arrive, quoi. D'être un peu le capitaine du navire qui tient la barre, même pendant la tempête, quoi. C'est Et ça. qui est pas décontenancé. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bon, on arrive, ça fait un petit moment qu'on est déjà là tous les deux. Une dernière question quand même avant Mais qu'on... et puis autre chose qui pourrait équilibrer mon masculin, c'est de continuer à rencontrer des hommes qui me prouvent et me montrent le contraire de ce que j'ai pu croire, Hmm. de ce que j'ai pu croiser et rencontrer. Voilà, voilà, c'est pour ça que c'est important aussi de continuer de rencontrer, d'aller justement à des réunions, à des cercles ou même en soirée, de discuter, d'apprendre en fait, d'échanger. C'est pour ça aussi que je suis sur les réseaux sociaux parce que échanger et partager entre personnes, donc là, entre guillemets, entre hommes, c'est très important parce que ça permet de détruire petit à petit ces croyances limitantes en se disant, eh bien non, il existe autre chose, une autre manière d'autres hommes qui ne sont pas ce que tu as pu croire. Il faut que tu viennes à mes stages.
Là, on se retrouve entre hommes et c'est génial, hein. Il y a de la fraternité, on plonge dans nos profondeurs et ça réouvre le cœur, quoi. Eh bien, écoute. Donc, ouais, une dernière question avant qu'on finisse. Qu'est-ce que tu aurais à dire, qu'est-ce que tu penses du masculin aujourd'hui, de manière générale? Ben, j'ai déjà dit beaucoup Oui, dans je cette vidéo, sais. mais je dirais qu'en tout cas, aujourd'hui, je dirais que le masculin est en train de s'éveiller, que le masculin est en train de reprendre le devant de la scène, mais la bonne scène, voilà. Et du moins est en train de reprendre le bon rôle, voilà, de tomber les masques. Là, je prends un peu l'allégorie du théâtre, mais c'est vrai que je pense que il faut, de toute façon, pour que le féminin soit équilibré, il faut que le masculin le soit aussi. Et le souci, c'est que actuellement, euh, le féminin a beaucoup travaillé sur soi, sauf que maintenant, le féminin commence à être déséquilibré. On le voit par les féministes qui sont à l'extrême, ces femmes qui veulent à tout prix écraser les hommes et prendre le pouvoir. Donc, c'est un peu l'effet inverse qui est en train de s'organiser. Pourquoi? Parce que l'homme n'est toujours pas équilibré. La femme a été équilibrée, et là, elle est en train de se déséquilibrer parce que l'homme ne l'a pas rejoint encore sur cet équilibre. Donc, l'homme est en train de s'éveiller. Et quand l'homme aura atteint le même stade d'équilibre que la femme a pu avoir un peu d'avance il y a quelques années, et bien là, je pense que les femmes aussi, ça se rééquilibrera. Et là, on sera enfin sur un pied d'égalité. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est aux hommes, apprenez à vous connaître, mais en déconstruisant tout ce que vous avez pu connaître. Ouais, ouais. Donc, voilà, la phrase est particulière, mais c'est ça. Apprenez à vous connaître en déconstruisant tout ce que vous avez pu connaître. Ouais. Voilà. Et surtout, cette phrase est bateau, mais ne pas avoir peur. Vous aurez forcément peur quand vous commencerez à toucher à certaines choses en vous. On a tous des cicatrices, on a tous des traumatismes, on a tous des blessures. Mais en tant qu'homme, vous avez le droit d'en avoir. Vous avez le droit de pleurer, vous avez le droit d'être sensible, vous avez le droit. Il n'y a aucun. En fait, ce que je veux dire aux hommes et même aux femmes, hein, au final, il n'y a pas de code. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de dogme. Vous êtes qui vous êtes. Soyez naturel, soyez spontané, soyez vous. Et surtout, essayez d'arrêter Je sais que c'est très dur hein, parce que moi-même, je le fais encore, mais d'avoir ce côté bien et mal. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Tout n'est qu'expérimentation. Alors oui, certains seront choqués, oui, mais le meurtre, le viol, c'est des expériences aussi. C'est comme ça. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Oui, en termes de conception humaine, on peut trouver ça mal, mais dans le subtil, dans le là-haut, dans l'énergie, ce sont des expérimentations parce que chacun a son rythme. Et surtout, c'est ça que je veux dire, vous avez tous votre rythme. Donc, ne vous comparez pas, ne vous influencez pas. Vous irez à votre propre rythme. Le seul truc, c'est ne vous attachez pas. Voilà, laissez-vous avancer à votre rythme. Ouais, c'est sûr. Dernière chose, est-ce que tu as... Bon, tu en as parlé un petit peu, tu as une actualité, tu as envie de parler un peu de ce que tu vas proposer, de ce qui arrive pour toi? Oui, eh bien, la seule chose que je peux vous dire sur mon actualité, c'est justement ce fameux oracle qui devrait sortir en octobre, vu que la date a été reportée en octobre 2022. Si, Oui, mais ça va le Inch'Allah, faire. tout va bien. Si, Voilà. ça va le faire. On va envoyer plein de bonnes ondes là et on se C'est reverra ça. pour parler de l'oracle alors. Voilà, voilà. Espérons, Mm. espérons. Mais si tout va bien, mais normalement, mon oracle qui est déjà en précommande partout, hein, donc vous pouvez sur Amazon, la Fnac, Cultura, etc. Vous avez déjà les précommandes et ça devrait sortir en octobre 2022. Et il s'appelle comment ton oracle?
Les messages des étoiles. L'oracle, les messages étoiles. des étoiles. Ok, Voilà. super. Bon, ben, en tout cas, merci Dimitri d'avoir joué le jeu, Merci à toi pour ton d'avoir invitation. osé prendre la parole. Eh ben, merci à toi de me l'avoir donné. Donc, n'hésitez pas, vous likez si, si cette série d'interviews vous intéresse. Vous pouvez me retrouver moi sur mon compte Instagram, Ingayati Formation, ou sur mon site internet, ingayati.fr. Les coordonnées de Dimitri vont être au-dessous dans la description de la vidéo. Et puis, je vous souhaite une belle semaine et à la prochaine interview. Voilà. Et tout Merci. pareil, merci à toi et merci à tout le monde. Ouais. Bisous. Merci Dimitri. Au Ciao. revoir.